Bienvenue dans le 3e épisode de PME Stories. Aujourd'hui, on reçoit Charlotte et Lionel, cofondateurs de Bamboo Breakfast. En 2016, à seulement 22 ans, ils lancent leur marque de granola depuis le garage de leurs parents, avec une idée simple mais ambitieuse, proposer un petit déjeuner sain, responsable et surtout délicieux. 10 ans plus tard, Bamboo Breakfast, c'est plus d'1 million de paquets de granola vendus chaque année et une marque solidement implantée. Mais derrière cette réussite se cache également l'histoire d'un couple, d'une famille et d'une passion commune. Aujourd'hui, on revient sur leur parcours, les défis d'entreprendre en couple et les clés de la réussite après presque une décennie d'aventure entrepreneuriale. Le 3e épisode de PME Stories, c'est maintenant. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce qui est particulièrement cool dans votre histoire, c'est que, en fait, si on comprend bien, vous lancez votre marque en 2016, à 22 ans. Vous êtes un jeune couple, à peine diplômé ou fraîchement diplômé, et vous vous lancez dans la production de granola depuis le garage de vos parents. Alors on vous imagine souriant, amoureux, en train de cuisiner. Mais à ce moment-là, c'est quoi le plan? Est-ce que vous vous dites, dans 10 ans, on sera mariés, on aura 2 enfants et on vendra du granola partout en Europe? Ah bah oui. C'est une grosse question. En fait, oui, c'est vrai que dès le départ, on avait des grosses ambitions par rapport au projet. C'était soit on voulait devenir grand, soit on ne le faisait pas. On n'avait pas envie du juste milieu entre les deux. Genre, il y a deux façons de faire, entre guillemets. Soit tu vas dans les magasins bio et tu développes une marque, on va dire, locale, très locale et bio. Soit le but, c'est vraiment d'aller voir les gros et d'aller emmerder les gros. Ce qui nous animait très fort, et puis ses frères, on va en parler plusieurs fois pendant le podcast, mais c'est vrai que ses frères nous ont beaucoup aidés sur l'accompagnement stratégique au niveau commercial et la vision de la marque. Et la vision était claire, c'est du business où il faut faire du volume pour gagner sa vie, et du volume, ça veut dire avoir des grosses enseignes qui te suivent, une grosse distribution. Et donc oui, on avait envie de devenir grand avec ce projet. Et dans le garage, à deux, vous vous dites, en fait, un jour on sera dans tous les gros supermarchés partout en Europe. On avait dit on va killer Kellogg's. Quoi. Ouais. J'adore. On va les mettre à genoux, alors on est encore loin du coup. Mais à notre petite échelle, rien que sur la Belgique, c'est vrai qu'on commence à être bien implanté, c'est vrai. Donc je crois qu'on y sera entre guillemets jamais. C'est quand même big et Kellogg's, c'est plus qu'une marque, c'est un nom générique de produit presque, donc c'est compliqué. Mais grosso modo, c'est vrai qu'on avait déjà l'ambition d'arriver là, même s'il fallait passer par le garage au départ, qui était d'ailleurs une des étapes les plus chouettes de toute l'histoire. C'est vrai. C'est ce début, le fait de devoir débroussailler, de devoir trouver des solutions pour tout, de devoir se démerder jour après jour, et de savoir livrer plus alors qu'on n'en est pas capable de produire plus. Enfin, c'était vraiment un challenge. Au tout début, vous n'avez pas les normes AFSCA et tout, et du coup, vous vendez à qui quand vous êtes dans ce garage? Si, AFSCA est passé. Hein. Ouais. Dans le garage? Ouais. AFSCA, pour ceux qui ne connaissent pas, juste normal. Ouais, c'est l'organisme belge qui gère l'hygiène, Horeca, bar, hôtellerie, etc. Donc vraiment, c'est certaines normes qu'il faut. Vous aviez vraiment un beau garage, quoi. Ouais, ils sont arrivés en garage, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe ici? On est dans une maison. Alors non, c'était un garage standard. C'est juste que j'ai bossé pour mettre le garage aux normes de l'AFSCA. Donc on a tout repeint, on a tout rendu méga waterproof. Tu vois, il faut pouvoir tout laver au Karcher, entre guillemets. Donc tout était nickel. J'avais bâché les murs. On avait, la porte de garage, c'était plus en bois. J'avais fait un truc en plastique. Enfin, vraiment, j'avais suivi le cahier des charges. Ils sont venus et ils ont dit OK, quoi. Donc franchement, pour l'interview, là, c'est important de le dire, c'était conforme. Ils ont juste pas ouvert une porte où il y avait tout qui était mal. Ça, il fallait pas filer. Ça, on coupe au montage. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était déjà, entre guillemets, un peu avancé dans le projet, parce qu'il y avait toute une partie avant, hyper cow-boy, où les gens ne savent pas très bien où ça a démarré vraiment. C'est marrant de rappeler un peu le tout début de l'histoire. Du coup, on travaillait tous les deux encore, hein, donc on n'était pas encore à 100%. C'était un side. Ouais, c'était vraiment un projet, on rentrait du boulot, le soir, on allait cuisiner, c'était vraiment un side project, mais on avait des ambitions quand même. Donc en fait, on cotait encore à ce moment-là. Charlotte faisait son granola dans son four, à son cote, et puis elle le filait à ses potes, à ses cousins, etc. Et puis on s'est rencontrés, et puis on est sortis ensemble, et puis c'est vrai que je trouvais ces produits méga bons. Moi, je connaissais absolument rien. Je travaillais dans l'IT, j'étais sales dans l'IT avant, dans une startup aussi où j'ai adoré d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai eu très envie de commencer à vendre le produit qu'elle faisait en mode, tu sais quoi, au lieu de le donner partout, faisons le petit sachet, et puis au lieu de le donner à tes potes, mais je sais pas, demande 3 balles à tes potes, peut-être qu'en fait ils sont contents d'en avoir tout le temps chez eux, il est délicieux, etc. Et puis en fait, l'engouement est venu un peu comme ça, alors qu'on avait tous les deux un boulot. En soi, c'était un side truc qui avait jamais pour ambition à ce moment-là de devenir une boîte.
Donc purement organique, vraiment, c'est né de sa passion pour la bouffe et pour la cuisine. J'allais dire, donc la passion première pour le produit, ça vient de toi, Chad, Ouais, du coup. ouais, exact. clairement. Ouais. Ouais. Et moi, si je pouvais vendre des burgers, je préférerais, je pense. Mais donc c'est comme ça que c'est né, entre guillemets, c'est dans le four d'un cote, à donner au début à des copains, et puis finalement on commençait à le En vendre. fait, le et puis- matin, je me réveillais, hein, c'était parti les granolas. Donc je me suis dit, merde, tout le monde est parti au bureau avec mon granola, mais il me reste rien. Donc après, j'ai reçu des commandes, et en fait, lui, il m'a dit, mais chat, tu peux pas juste donner, ça coûte cher, des amandes, l'huile de coco, les noix de pécan. Je pars à rien, mais on avait 21 ans, on doit On sent le sales, le... À fond. Et il m'a dit, attends, je t'aide, tu veux que je t'aide? Je dis, mais oui, en fait, je ne suis pas du tout sales. Moi, c'est tout ce qui est image de marque, tout ce qui est recette, j'adore. Mais la partie sales, prends ça pour toi. Et donc, du coup, j'allais acheter les ingrédients chez Farm, un petit magasin bio ici à Bruxelles. Mais pour vous dire, on demandait des sacs d'avoine de 10 kilos, c'était déjà énorme. Ouais, bien sûr. On rentrait, on mettait tout dans le coffre. Et le soir, en fait, j'ai 2 frères qui sont dans la restauration, qui sont en restaurant de burgers. Et ils venaient d'ouvrir à la Bourse leur deuxième resto de burgers. Et en fait, de 7h du soir jusqu'à 11h du soir, minuit, il n'y avait pas de mise en place dans la cuisine en bas. Et du coup, ils ont dit, voilà, la cuisine, elle est parfaite. Table en inox, nickel. Il y a un four, si tu veux utiliser ça, c'est nickel, quoi. On dit, OK, pourquoi pas? Parce que nous, ça n'allait plus dans notre cuisine à la maison. Et donc, du coup, pour vous dire, c'était à la Bourse piétonnier. Donc, on garait la voiture à 1 kilomètre, avec des ingrédients dans tous les sens. Donc, on avait des sacs sur nous, on se Ça, baladait. c'était le soir après le boulot, quoi. Le soir à C'était 7 fatigant. heures, tout le monde rentrait aller boire des bières avec les copains. Mais nous, on chargeait la voiture avec les ingrédients et on allait dans la cuisine sous-sol jusqu'à 11 heures du soir et on cuisinait. Pour nos premiers clients, je ne sais pas qui c'était encore, mais c'était un peu à gauche, à droite. On n'avait pas de packaging retail ready, c'était vraiment un packaging où on mettait un stamp dessus. Mais ça donnait du cachet parce que c'était vraiment homemade. Ouais, artisanal. Les gens adoraient et à ce moment-là, on l'avait appelé Bambou. Je ne sais plus pourquoi on est venu. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire autour du nom. C'était juste facile à dire à ce moment-là. On a créé ce logo ensemble et on a commencé comme ça. Très, très, très vite fait. Parce qu'à ce J'adore. moment-là, de nouveau, c'était Ouais. toujours un truc qui n'a pas pour vocation de devenir grand. Donc c'était vraiment, OK, il nous faut juste un nom, un truc facile à dire, Donc libre. ça partait vraiment Voilà. organique, d'une passion, d'une C'est- synergie. C'est génial. Et alors, j'ai été voir Bambou à la Banque nationale belge, parce que j'aime bien avant que ces Ça entrepreneurs m'étonne pas de toi. voir un peu. Et alors, ce qui est marquant, c'est que depuis 2019, alors que votre entreprise est créée en 2016, vous êtes rentable. Ouais. Vous faites une belle croissance. L'année passée, vous arrivez, je crois que c'est public, à 4 millions de chiffre d'affaires. En partant de rien, en étant rentable. Alors, en retail, dans les petites boîtes de votre style, rester rentable, c'est rare, c'est difficile. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait pour faire de la croissance en étant rentable et pourquoi ce parti pris Alors, ça se résume en un point, c'est aucun coût. Je crois que c'est ça la clé pour nous, c'est qu'on n'était pas très vite, donc ça fait partie de la suite de l'histoire, c'est très vite on a sous-traité la production chez un gars qui est quasiment un boulanger, on peut dire ça comme ça, et donc qui a respecté notre savoir-faire de A à Z, il avait un four et il cuisinait de la même manière que nous, on l'a formé d'ailleurs pour le faire parce qu'il n'en faisait pas. Donc déjà c'est sous-traiter cette partie qui demande beaucoup de capitaux au départ pour lancer un projet. Nous du coup on était nous deux à se payer le moins possible, pas de loyer à cette époque-là, et en fait finalement tout le moindre euro de marge qui s'était dégagé servait à payer le design pour lancer le prochain produit, quoi, presque. En fait. Donc il y avait très peu de coûts et donc forcément une rentabilité qui était vite accessible. Et moi, je travaillais encore pendant 2 heures dans une autre boîte. Exact. Donc ça, le salaire de ce que je recevais, ça nous servait. Tout Ouais. partait, tout, En on va fait, dire. Chat avait son salaire, elle le partageait avec moi. Moi, je prenais aucune rémunération dans la boîte au départ. Donc, il y avait vraiment quasiment aucun coût. Ce qui fait que la boîte a très vite été dans le vert. Bon, même si c'était un peu triché parce que c'est pas normal d'avoir si peu de coûts. Et puis bon, finalement, les volumes ont très vite grandi. On a pu rajouter des coûts et on est resté rentable. Je tiens à dire qu'on n'est tous les deux pas financiers du tout. Donc, on a tous les deux appris tout sur le terrain. Donc, finalement, je suis quasiment devenu, à force de devoir débroussailler, comme je dis souvent, et de tout comprendre. Et donc, j'ai appris à garder cette boîte rentable malgré des plus lourds investissements, malgré beaucoup d'innovations, malgré le fait d'engager du monde. Et donc voilà, finalement, on est Et resté alors, dans le vert. Moi, c'est là où je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et ça m'a posé la question finance, mais moi, je vais poser la question couple. Ouais. Parce que finalement, Bambou, c'est aussi l'histoire d'un couple. Ouais. Vous avez choisi d'entreprendre à deux. Déjà, est-ce que c'était un choix ou ça s'est fait naturellement? Mhm. Et même si on comprend un peu dans ce que vous dites, la répartition des rôles, comment est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce qu'elle a été claire? Est-ce qu'il y a eu des flous, des ambiguïtés qui ont pu être problématiques?
Et aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la suite si vous grandissez, etc. Enfin, quelle est un peu la répartition des rôles, des ambitions? En fait, on ne s'est jamais posé la question, c'était très naturel. Donc, c'est important de savoir que c'est vraiment pas en mode. Vous n'êtes pas mis sur une table en mode. Non, pas du tout. Il faut que je trouve un associé qui je prends. Non, c'est pas ça. Non, on n'a pas réfléchi avec qui s'associer. Enfin, le projet était là, on était tous les deux là, on était tous les deux hyper hungry. On voulait vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation. On avait, en fait, tous nos potes travaillaient dans des grosses boîtes, etc., des grosses structures. Et en fait, on disait là, mais non, c'est pas fait pour nous. On est des entrepreneurs dans l'âme. Il faut que. On voulait notre boîte. Et en fait, c'était parfait. C'était sur le chemin. Donc, Ça, à 22 ans, tu le savais déjà? Tu étais une oui, entrepreneur dans l'âme? Oui. On quand même avait, une sacrée on avance avait sur nous, 30 hein. projets en tête. À 22 ans, j'étais au bar. Mais c'était tellement plus facile à ce moment-là. En fait, heureusement qu'on a eu tous les deux envie de se lancer très tôt parce que déjà, on est complètement. Comment je veux dire ça? Insouciant. On n'avait rien à payer non plus. On n'avait pas d'enfants. C'était facile en fait. Donc du coup, on réfléchissait pas. Et en fait, grâce à ça, parce que le refaire aujourd'hui, lancer une boîte aujourd'hui à 32 ans, c'est pas du tout la même chose. On a beaucoup plus la notion de risque, etc. en tête, des enfants, des emprunts dans tous les sens. Donc en fait, grâce à ça, en fait, l'insouciance, le fait de vouloir, enfin, démarrer tôt et de travailler jusqu'à n'importe quelle heure, c'était tout à fait possible. Je ne sais pas, je cherche des anecdotes, mais il y avait une période de transition qui a été un peu compliquée, si je peux dire. C'était la période où j'étais seul à la base dans Bambou, parce que Charlotte continuait à travailler dans son ancien boulot, et puis moi j'étais vraiment sur tous les feux dans la boîte. En plus c'était le départ, donc il fallait tout apprendre, tout comprendre, tout faire, tout simplement, quoi. Donc de la production à la vente, à la gestion de stock, à la mise en place de l'ERP. Ça, c'est une chance qu'on a eue, c'est que tout de suite, j'ai mis au doux, dès les premiers mois, là, on est sur un ERP qui tient la route depuis toujours. Et en fait, du coup, j'avais un peu ma façon de faire pour tout. Et c'est pas facile quand quelqu'un, tout d'un coup, arrive et en fait, veut mettre les choses à sa sauce ou les améliorer d'une manière ou d'une autre, etc. Et en fait, c'est pas facile pour moi parce que déjà, à ce moment-là, j'ai dû presque déléguer, si je peux dire. Bon, évidemment, on était associés, c'est la même chose, mais pour la première fois, je me suis senti un peu moins en contrôle des choses. Je devais accepter que ça changeait un peu, etc. Là, c'était une période de transition où il fallait un peu se trouver, ok, comment est-ce qu'on délimite vraiment le scope de chacun, même si naturellement, comme tu l'as très bien dit. Quelque part, tu respirais aussi en fait, il y a quelqu'un qui vient m'aider, il y a quelqu'un qui vient m'épauler. Donc, mais là-dessus, peut-être, moi, ça m'intrigue, c'est effectivement, du coup, maison égale boulot, boulot égale maison. Vous êtes associés au bureau, mais vous êtes parents à la maison à deux. Est-ce qu'il y a un moment où vivre en permanence comme ça dans cette dynamique dans ce duo d'associés et de parents, enfin je dirais Alors avoir un bureau c'est une très bonne chose déjà parce que ça scinde très clairement. Donc on a eu dans le passé des périodes où on n'avait pas de bureau, genre je pense au Covid, je pense à des trucs comme ça où en fait on bossait full de chez nous, clairement toxique, genre vraiment on va éviter encore à l'avenir. Je dis pas que c'était compliqué entre nous mais c'est pas idéal certainement. Le split bureau-maison aide beaucoup à faire la part des choses. Parfois même on s'appelle sur la route du retour en quittant le bureau, comme ça on fait le dernier point dans la voiture et à la maison c'est fini. Ça nous arrive donc c'est bien d'avoir ce split. C'est jamais vraiment fini. Mais c'est jamais vraiment fini. Et en fait, il y a des périodes vraiment plus calmes dans une société. Il y a des périodes de rush, des périodes plus calmes. Les périodes de rush, on en parle le soir. Et les périodes plus calmes, on n'en parle pas. Mais je pense que tout le monde le fait instinctivement avec sa femme ou sa copine ou son mec, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui nous nourrit très fort. C'est en fait, on n'a jamais connu autre chose non plus. Donc on s'est mis ensemble. 6 mois plus tard, on était chez le notaire, pour vous dire. Donc en fait, notre relation... Nous avons vraiment une sacrée avance sur nous. Hein, mais en même temps, c'est vraiment débile. Je comprends pas nos parents qui ont accepté ça. Mais chez le notaire pour la boîte ou pour le mariage? Pour la boîte. Ok. c'est vrai, tu viens de me poser la question. Donc on était mariés avant d'être mariés, parce qu'une boîte finalement c'est aussi presque un mariage, donc c'est vrai qu'on s'est engagés quand même beaucoup l'un envers l'autre, alors que ça faisait que 6 mois. Donc... C'est notre passion, on adore ça, comme je disais, ça nous nourrit. Donc quand on part en vacances par exemple, c'est pas spécialement... Enfin les vacances c'est pour s'inspirer aussi. C'est pas toujours boulot, mais on adore s'entourer de belles choses, des bonnes choses, s'inspirer tout le temps. Donc quand on part forcément, évidemment, on parle du boulot, mais c'est naturel, c'est pas un mode on doit se mettre en meeting, mais non. Je veux dire, c'est quand on a différentes bulles de vie, par exemple, des fois, on est au bureau, les collègues, on est associés, c'est un peu plus dur parce que voilà, pour X ou Y raison, on rentre à la maison et alors on se réconforte dans sa famille, quoi. Et parfois, c'est l'inverse, c'est un peu plus dur à la maison, et alors le bureau, c'est un peu une soupape aussi. Enfin, et comment est-ce que vous faites pour pas, quand ça va mal, du coup ça va mal partout, et quand ça va bien partout? Comment vous faites pour gérer ça? Alors, Charlotte, elle gère ça bien parce qu'elle arrive très bien à gérer son stress. Donc, typiquement, il y a une vraie distinction. Enfin, vraiment, quand Charlotte, elle quitte le boulot, la vie continue, c'est les enfants à fond et voilà, elle ne me parle pas de boulot et c'est tout. Et même si moi,
j'ai envie de parler de boulot, ferme vite la porte. Et moi, c'est l'inverse par contre, je suis stressé en permanence. Donc, je suis un peu le toxique dans le truc qui vient tout le temps ramener de la pression sur les épaules, rappeler les to-do tout le temps, etc. Donc, c'est clairement plutôt de mon côté que c'est problématique. Mais comme dans chaque couple, il y a un équilibre qui se forme. Donc, quand il y a un qui est plus stressé, l'autre, en fait, est moins stressé. Donc, ça, c'est assez bien fait. Et puis, ce qu'on fait, en fait, nous, pour essayer de sortir de cet engrenage tout le temps au boulot, de ne pas avoir en effet cette soupape d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on part plus souvent que les autres, peut-être. On fait beaucoup de petites vacances. On est connus dans notre pote pour partir beaucoup. Mais en fait, parce que aussi, je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est le seul moment où on prend du recul sur notre vie, mais la boîte, notre vie, les enfants, enfin plein de décisions qu'on pourrait prendre au quotidien. Et en fait, c'est pour ça qu'on part beaucoup. Pour s'inspirer, parce qu'on adore ça, vraiment. À chaque fois qu'on revient, on a de nouvelles idées, on a un vent de fraîcheur dans la boîte, dans ce qu'on a envie de faire, etc. Et deux, parce que c'est à chaque fois là qu'on se retrouve comme au premier jour, donc sans ce stress, ce poids d'une boîte sur les épaules. Bon, même si on est une petite boîte, entre guillemets, mais ça n'a rien à faire, c'est un truc qu'on porte, c'est tout le temps une présence dans la tête, une charge mentale. Donc c'est pour ça qu'on part plus souvent aussi pour avoir cette soupape. Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai regardé votre Instagram, qui, by the way, est canon. Et vous avez fait un choix, c'est d'incarner la marque, vous, mais vous en famille, quoi. Est-ce que ça, c'est devenu aussi naturellement? Le fait, par exemple, de mettre des photos de votre famille et de vos enfants sur Insta, alors après, ils sont hyper mignons, donc c'est un super argument marketing. Mais ça, je vous ai posé la question, c'est assumé, comment vous vivez ça? Et est-ce qu'elle a été problématique parfois, cette exposition médiatique? En fait, c'est dingue parce que quand nous, on a commencé en 2016, Instagram existait, mais ce n'était pas du tout l'Instagram d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des stratégies qui se mettent en place. C'est l'outil de communication numéro 1, limite, dans beaucoup de boîtes. Mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout le cas. Limite, la moitié de nos potes n'avaient pas Instagram, on n'était pas sur les réseaux. Donc, quand nous, on s'est mis dessus, en 2016 déjà, en 2015, je filmais un peu la production, etc. On se mettait un peu en avant, mais c'était pas réfléchi, c'était pas stratégique. C'était pas calculé. Quoi. Non, c'était pas calculé, c'était naturel. C'était comme ça qu'on se positionnait, c'est comme ça qu'on voulait communiquer. Et toujours d'ailleurs aujourd'hui, on se met pas tellement souvent en avant, et quand on le fait d'une manière très naturelle. On ne parle pas devant la caméra, on montre juste en fait les behind the scenes où on est très présent. Donc, Et ça, c'est un point aussi, c'est vrai on n'essaie pas de se marketer de nous-mêmes. C'est plutôt qu'on utilise notre image pour montrer qu'il y a des humains derrière et que ça n'a pas été racheté. On a aussi très peur de ça. C'est parfois une boîte grandit et puis parfois on a l'impression que la boîte était vendue. Parce que tout d'un coup, quelque chose qui a changé, l'âme, la boîte peut disparaître un petit peu. Le fait de conserver ce fil conducteur humain est rassurant, et pour nous et pour les consommateurs. Et donc, en effet, on a toujours donné comme consigne en interne, même aux gens qui travaillent avec nous dans l'équipe, de dire mais respectez cette ligne, gardez ce côté très, comme si c'était nous toujours qui publions. D'ailleurs, c'est toujours le cas souvent, mais voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que ce qui vous caractérise vraiment, votre ADN, c'est un peu cette spontanéité, ce côté naturel, ce côté les choses se sont faites de façon organique, progressive, sans stratégie, enfin sans excès de stratégie en tout cas. Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous expliquer le passage de Bamboo Granola à Bamboo Breakfast, et puis éventuellement si vous avez des exclus sur What's Next, on est preneur. Hein. Alors c'est dommage, il y a un gros What's Next, mais on peut juste pas encore le dire, donc, mais ça viendra très vite. Mais donc en effet, il y a quand même de la stratégie pour beaucoup de choses derrière, même si c'est rendu naturellement après, etc. Bien sûr. Mais typiquement, c'est vrai qu'on donne l'impression que c'est hyper organique, c'est d'ailleurs le cas, mais on l'accentue encore plus. Mais un des leviers de croissance pour nous, c'est l'innovation. Avant d'aller s'exporter dans le monde entier, ce qui ne nous intéresse pas tellement. On vend à l'étranger, mais c'est pas du tout aussi excitant que d'être présent dans son marché, de devenir un acteur très fort de son marché. La Belgique est un petit pays, et pourtant, la preuve en est avec Bamboo, on arrive à développer une belle activité, même si on reste petit par rapport à des très gros. C'est amplement suffisant déjà pour être heureux, pour s'éclater dans une boîte, pour avoir des budgets, commencer à investir dans des trucs hyper amusants, etc. Donc nous, de plus en plus, on a envie de focuser notre activité sur un pays et de devenir un acteur indispensable de ce pays avant de commencer à se disperser. Parce que je préfère être très fort quelque part et indétrônable que d'être à 20% partout et puis de se faire dégager du jour au lendemain. C'est beau. Donc c'est volontaire aussi de focuser sur un pays, même au niveau de notre temps, de notre énergie, de nos investissements aussi. Mais alors le Bamboo Granola à Bamboo Breakfast, en fait, ça vient du fait qu'en fait, au départ, on faisait que des granolas. Et après, on a commencé à développer d'autres produits parce qu'on était inspirés, on voulait innover évidemment. Et en fait, nos acheteurs aussi, nos acheteurs, Colruyt, Delhaize, etc., ils demandaient des nouveaux produits. Et en fait, on s'était dit, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? La vision, etc. Et en fait,
on voulait vraiment créer, en fait, enfin, c'est déjà le cas, mais Bamboo Granola à Bamboo Breakfast, parce que c'est vraiment une expérience qu'on veut donner. En fait, le job qu'on a, nous, c'est d'essayer de se mettre à la place des consommateurs. On le fait d'ailleurs encore très souvent, même toutes les semaines. On va dans les rayons et on s'arrête dans un rayon, dans notre rayon, en l'occurrence, là, des céréales. On plisse un peu les yeux, on regarde et on dit, OK, mais en fait, qu'est-ce qui manque là-dedans, quoi? Ou qui est là depuis 40 ans et qui n'a pas été challengé une fois? C'est ça qu'on essaie de faire, c'est en fait d'essayer de trouver pas un truc ultra innovant, on s'en fout d'être l'innovation de l'année. Souvent d'ailleurs on veut pas le faire parce que c'est trop niche du coup. Alors Bamboo, on est toujours, ok, il faut faire un truc bon, sain, gourmand, enfin, dans notre ADN, à un prix de dingue, et répondre à un vrai besoin consommateur ou quelque chose où les consommateurs vont dire oh, enfin il y a une marque belge qui s'y met là-dedans, parce que finalement c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on fait. Et donc l'innovation va, les nouveaux produits qui vont sortir s'ancrent de nouveau dans cette stratégie de se dire ok, mais où est-ce qu'il y a un truc encore en rayon là où on peut tackle un problème qui existe. Vous voyez, les visites supermarchés, c'est toujours... je ne pars pas pour 20 minutes. Hein. Je fais des expéditions. Je fais des courses après le boulot, mais ça dure au moins 1 heure. Donc, évidemment, la réalité de notre métier, elle est là. On peut rêver autant qu'on veut sur Pinterest, sur Insta ou même à l'étranger. Sur l'innovation, sur les choses qui se font. Finalement, en fait, très souvent, il faut en venir au plus simple. C'est OK, qu'est-ce que j'ai dans mon rayon ici localement? Tu parles aux gens au supermarché, tu les arrêtes? Oui, parfois j'entends des gens qui donnent du feedback dans le rayon et donc du coup j'interviens. Parfois je dis que c'est moi, parfois je dis rien. J'ai juste ça, un très bon produit. Mais oui, évidemment, on va demander un peu des avis à gauche à droite, mais on fait très confiance à notre gut feeling aussi. Et puis on prend beaucoup la température aussi au niveau de nos clients. Donc, nos clients, c'est des retailers. Enfin, le client final qui est le consommateur forcément, qui est super important. Mais avant tout, est-ce que le retailer est à la recherche de ce genre de produit? On leur balance nos idées, on leur pitch vraiment des projets qu'on a en interne, même avant qu'ils soient concrets. On va dire en fait ça, vous pensez qu'il y a un intérêt, etc. Et souvent, en fait, c'est avec eux qu'on essaie de construire l'avenir du rayon. Et c'est super important parce que du coup, en fait, ils sont impliqués vraiment dans le développement de nos produits et donc ils ont envie d'aller plus loin après. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait très souvent et qui nous permet d'avoir autant de références, comme par exemple chez Deleuze, qui est vraiment partenaire en Belgique, très proche avec Colruyt, mais ils nous suivent sur l'innovation parce qu'on construit aussi avec eux et ils sont intéressés par les futurs de la gamme. L'interview approche de la fin. Je vais poser la dernière question, peut-être la plus importante de l'interview. Si des couples qui nous regardent se disent on veut se lancer ensemble, qu'est-ce qu'il faut vérifier dans son couple avant de se lancer? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place par la suite pour qu'en fait ça marche? Le conseil phare. Le conseil phare pour ne pas perdre son couple et sa boîte en même temps. C'est très simple. Pour nous, c'est vraiment repartir des rôles. Donc, pas se marcher sur les pieds. Je ne sais pas si ça se dit en français. Ouais, exactement. Mais ça, c'est ultra important. Chacun son expertise, chacun sa fierté. Si on commence à faire tous les deux du sales ou tous les deux du marketing, ça va pas aller. Et aussi avoir chacun, je dis expertise, mais aussi, moi je suis néerlandophone de base, c'est hyper important qu'il y en a un qui parle néerlandais, donc chacun vraiment, il faut être complémentaire, il faut apporter quelque chose, donc ça c'est hyper important. Pour moi ça c'est numéro 1. Il y a aussi un côté caractère derrière, parce qu'on a des caractères qui sont sanguins tous les deux et qu'on risque de se crêper le chignon toute la journée, ou est-ce qu'on est quand même assez souple et on est prêt à entendre un commentaire et mettre notre ego de côté. C'est vraiment compliqué, ça s'apprend aussi un peu avec le temps, mais on sait que de base, tous les deux, on est capable de se balancer un commentaire l'un vers l'autre sans qu'on prenne le grip à chaque fois. Donc il faut se connaître aussi un petit peu et connaître l'autre juste assez pour savoir si c'est faisable en fait, de bosser ensemble, parce qu'on a envie. Et alors, la dernière chose pour moi, c'est la mission de long terme du projet. Donc en fait, c'est partager la même vision. Ouais, c'est ce que vous dites tout. Et c'est vraiment long terme, parce que en fait, au quotidien, on pourrait très bien avoir les mêmes idées ou pas. Mais finalement, si la target, genre sur 15 ans par exemple, parce que le long terme, c'est relatif, mais si sur une certaine période de temps, on veut arriver au même endroit, même si on a des chemins différents pour y arriver, grosso modo, on va toujours être d'accord sur le... Et votre vision long terme, en une phrase, c'est mais c'est toujours la même que le premier jour. Mais typiquement, c'est d'essayer vraiment de rivaliser avec les industriels et de montrer qu'il y a moyen de faire avec une marque belge. Kill Kellogg's. Kill Kellogg's. Kill Kellogg's. Pas Kellogg's, alors il y en a d'autres très gros, mais... On peut finir là-dessus. Charlotte, Lionel, merci beaucoup en tout cas, c'est très cool de vous recevoir. C'est super cool, merci beaucoup. Merci.